Chers téléspectateurs, je reçois aujourd'hui Thomas Ferrier pour son livre Fascisme d'Europe, paru aux éditions de la Synthèse nationale. Mais avant d'aborder ce sujet avec lui, je voudrais signaler aux auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de venir à notre colloque consacré à Al-Andalus du mythe à l'histoire, qui a eu lieu le 6 octobre dernier, qu'ils peuvent se procurer les actes du colloque en les commandant sur le site suivant, qui est le site de l'Association pour l'Histoire, a-p-h@orange.fr. Alors, venons-en maintenant au sujet de notre émission d'aujourd'hui. Thomas Ferrier, donc, vous publiez un ouvrage intitulé Fascisme d'Europe, fascisme au pluriel. Nous allons essayer de définir au plus près cette notion de fascisme, sachant qu'il y a évidemment beaucoup de confusion autour de ce terme. On doit surtout ça d'ailleurs aux antifascistes ou ceux qui se proclament tels, qui ont tendance à avoir des fascistes partout pour alimenter leur fantasme. Le fascisme, en fait, en termes historiques, quelles sont ses origines? Ça commence quand et ça vient d'où? Voilà. Alors effectivement, la problématique du fascisme, d'abord, c'est la définition. Le terme de fascisme, effectivement, est mis à toutes les sauces. Récemment, on parle de fascisme islamique, par exemple, ou alors, par exemple, certains souverainistes parlent d'eurofascisme pour désigner l'Union européenne. Donc, c'est vraiment à toutes les sauces. Mais effectivement, le mésusage est plus à gauche qu'à droite. Mais on peut considérer que le terme est désormais passé comme toute forme un synonyme de toute forme d'autoritarisme. Il suffit que le père punisse son enfant et le père est un fasciste. Le fascisme historique, d'abord le mot fascisme ou fascisme, comme on le souhaite, ça vient du mot fesso, du faccio italien. Au départ, le premier usage du terme est sans doute lié à ce qu'on appelle les fasci siciliani, donc les faisceaux siciliens qui sont de gauche et qui ont autour de 1890-1895. Ce sont des anarchistes paysans, eux. Voilà, surtout en Sicile, et donc qui s'organisent en faisceaux. Et le mot fascisme viendrait en fait de ce phénomène. Donc au départ, c'est un terme qui relève de la gauche. Du vocabulaire de gauche. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, on verra que les partis et les mouvements fascistes vont s'inspirer de termes qui viennent de gauche. Je prends un exemple, le magazine, par exemple, enfin la Phalange, par exemple, le mouvement espagnol, donc fasciste, prend racine sur donc Phalange, qui est évidemment la référence non seulement à l'Antiquité, mais aussi au magazine, par exemple, des blanquistes du 19e siècle, donc des socialistes révolutionnaires du 19e siècle. Ah oui, les blanquistes avaient une revue, un journal intitulé ainsi. Voilà. Ah, d'accord. C'est la Phalange. Ça, c'est une chose peu connue. C'est intéressant de le signaler. Et tous les termes qui sont comme parti, ligue, les termes qui sont des termes de séparation ont été repris par les fascistes. Les mots comme mouvement, union sont plutôt des mots de droite. Voilà, la droite rassemble, la gauche, ostracise, si on peut dire. Donc voilà un petit peu. Historiquement, ma définition telle que je l'analyse du fascisme, c'est de considérer que c'est ce que j'appelle une révision nationaliste du socialisme. Ce sont des socialistes, mais qui se rendent compte qu'il manque une partie émotionnelle, si on peut dire, à leur démarche, puisque le socialisme, et notamment le marxisme, est très, se veulent scientistes. Voilà. Et donc, cette dimension mythologique, d'une certaine manière, le nationalisme va la donner au socialisme. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient peut-être, pour une part, de Georges Sorel. Alors, évidemment, il y a le cas de Georges Sorel, qui a été évoqué par Sternel, notamment, et d'autres, comme un des père fondateur matriciel au niveau intellectuel du fascisme, mais Sorel n'est qu'un parmi tant d'autres. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans le terme de fascisme, je fais partie de ceux qui mettent le national-socialisme dans le fascisme, ce qui n'est pas forcément accepté par tous. Parce qu'il y a toute une école qui considère que le national-socialisme est très différent, et moi je pense que non. Mais dans ses origines, il y a pourtant cette volonté de réconcilier le nationalisme et le socialisme. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que le fondateur du national-socialisme est un Autrichien qui s'appelle Walter Riehl, donc au début du XXe siècle. Et Walter Riehl, c'est un ancien socialiste. C'est un ancien membre des socialistes autrichiens et qui va devenir nationaliste. Et c'est un des pères fondateurs. Alors, en Autriche, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que le mouvement socialiste va se scinder en fonction des nationalités.
C'est-à-dire qu'il y a le nationalisme tchèque qui commence à émerger, et donc il y a un socialisme national démocrate tchèque qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Il y a les partis qui s'en réclament, et par réaction, les Allemands, donc les Autrichiens, vont créer leur propre socialisme national, sauf que celui-ci va se teinter de rejet des Slaves et assez rapidement d'antisémitisme. Et ça, c'est un phénomène antérieur à la guerre de 14. C'est antérieur à la guerre de 14, ça commence dès la fin du XIXe siècle. D'accord. Alors, justement, on va revenir sur la période antérieure à 14, parce qu'il y a une théorie ou une thèse bien connue. Vous avez évoqué Zev Sternel tout à l'heure et son ouvrage La droite révolutionnaire, qui voudrait que les origines du fascisme, il faut les chercher en France, où se serait développé une sorte de proto-fascisme d'avant-guerre, dans lequel il mélange à la fois l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus et de Drummond, le nationalisme de Barès, les syndicats jaunes. Que pensez-vous de cette analyse de Zev Sternel qui fait l'objet de débats quant aux origines du fascisme? Alors effectivement, moi j'ai lu l'ensemble des 3 ouvrages qui, en tout cas clés, c'est-à-dire Maurice Barrès et le nationalisme français, ensuite il y a les origines françaises du fascisme et puis ni droite ni gauche. Donc autant ni droite ni gauche, le dernier, donc il parle de la période postérieure à la guerre, me paraît assez confus parce que ça mêle des choses qui sont très différentes et d'une certaine manière on a l'impression d'avoir un pan-fascisme, c'est-à-dire tout est fasciste. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Alors autant avant-guerre, ça se défend. L'idée que c'est la France qui est la motrice, non. C'est-à-dire que c'est un phénomène européen, donc il est né partout en Europe. Il a des racines qui sont composites, même en Russie d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier notamment tout ce qu'on appelle le syndicalisme caporalisé ou le socialisme caporalisé, donc donc c'est Zoubatov, Sergueï Zoubatov, qui est donc un agent du tsar, qui avait créé une forme de socialisme national en Russie, pour récupérer les ouvriers, les détourner du marxisme. Contrer le socialisme marxiste des mencheviks ou des bolcheviks. Et il y a même une forme de dimension socialiste dans le mouvement pourtant le plus réactionnaire dans l'image que peuvent avoir les gens, qui s'appelle les Centuries Noires. Les Centuries Noires, bien sûr. L'Union du peuple russe, qui d'ailleurs a des liens avec le national-socialisme, puisque ce sont des réfugiés de l'UPR qui étaient en Bavière, aux alentours des années 1918-1919, et qui ont aidé, y compris financièrement, le parti nazi à émerger. Qui ont aidé ensuite le parti nazi allemand, alors. Absolument. Ah oui. Ce qui est paradoxal quand on sait la russophobie que le régime hitlérien fera ensuite preuve. L'hostilité de Hitler face aux Slaves, le racisme anti-slave de Hitler. Tout à fait. Notamment, c'est un homme qu'on appelle Markov II, parce qu'il y a 2 Markov. Il y a Nikolai Markov, je crois, puis un autre, qui sont donc des fondateurs de cette Union du peuple russe, et qui disaient explicitement que le national-socialisme allemand était l'héritier des Centuries Noires. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de soupe primitive antérieure au Big Bang du fascisme qui s'installe dès avant la guerre de 14. Voilà. Cela dit, il y a quand même un élément qu'il faut rappeler, c'est que le fascisme est quand même un produit de la guerre. Sans la guerre mondiale, on peut penser qu'il n'aurait pas pris les formes qui ont été les siennes. Oui. Et puis derrière, le modèle à la fois humain et social que va chercher à promouvoir le fascisme, insistant sur les vertus d'héroïsme, de discipline, d'autorité, l'organisation paramilitaire des différents partis fascistes, tout ça c'est quand même dans une large mesure le produit de la guerre mondiale. Oui, mais comme le communisme russe. C'est ce qui fragilise un peu la thèse de Sternel d'ailleurs, qui voit déjà du fascisme en France avant 14. Il va peut-être un peu trop loin. Alors, on peut penser qu'il y a une forme de fascisme et de communisme pré-1914 qui existe. Maintenant, effectivement, l'histoire, c'est le fait des hommes qui vont la marquer, et les hommes qui vont créer les fascismes des années 20 et des années 30 sont des gens qui ont fait la guerre. Voilà. Effectivement, qui sont... Alors, il y a la fameuse thèse de Mossé qui s'appelait donc la brutalisation, des masses européennes, et c'est évidemment le cas. C'est-à-dire que le fascisme, s'il n'avait pas eu ce matériel humain et technique d'une certaine manière qui est lié à la guerre, donc c'est tous ces gueules cassées, tous ces gens qui ont été brisés par une guerre où au final on se rend bien compte qu'elle n'avait pas vraiment de sens,
eh bien, vont être comme la munition humaine du fascisme. Bien sûr. Et puis la guerre a créé aussi une accoutumance à la violence, explique aussi la banalisation de la violence qui a été portée par les différentes formes de fascisme. Oui, on dans pourrait les années imaginer, 20. le paradoxe, c'est qu'on pourrait imaginer, s'il n'y avait pas eu la guerre de 14, un fascisme démocratique. Oui, alors ça c'est un point de vue effectivement, je crois, tout à fait original et intéressant. C'est-à-dire un fascisme qui n'aurait pas hérité de tout ce qui a accompagné la guerre de 14 et qui a profondément transformé évidemment les sociétés européennes. Oui, parce qu'en fait, l'idée qu'on a du fascisme, on imagine que c'est un mouvement de droite dure, d'extrême droite. Parce qu'on oublie d'abord les origines des fondateurs. Ah bah oui, oui. Non seulement Mussolini, mais même Hitler, d'ailleurs, qui aurait été brièvement, très brièvement, à gauche. Oui, et puis les expériences, françaises, là, sont quand même tout à fait révélatrices. Y compris avant-guerre, parce qu'on parlait de Maurice Barrès, et je voulais en parler un petit peu. Maurice Barrès a utilisé le terme de national-socialisme. National-socialisme, voilà. comme candidat aux élections. À Nancy, d'ailleurs, chez moi, à Nancy. À Nancy, tout à fait, ouais. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'il a également demandé, mais il n'a pas eu, à un moment donné, l'étiquette socialiste de Jaurès. Donc, le Barès d'après la guerre de 14, justement, d'ailleurs, lui devient. C'est ça qui est étonnant, c'est que lui, qui, de cette manière, était presque proto-fasciste, devient un homme de droite conservatrice. Oui, il devient l'homme du bloc national après-guerre. Après la guerre. Donc, c'est le paradoxe des choses. Il y a d'autres thèses qui sont intéressantes, notamment, il y a l'ouvrage de Marc Crapez qui s'appelle La gauche réactionnaire, mythe de la race et de la plèbe, où lui enracine finalement les idées racialistes, nationalistes, identitaires de l'époque avec la gauche. Mais effectivement, on a toutes sortes d'ouvrages aussi sur l'antisémitisme de gauche. C'est intéressant d'ailleurs à remarquer, et on peut regretter que le travail de Marc Crapez n'a pas eu la même audience que le travail de Joseph Sternel. Et de son travail sur la droite révolutionnaire, le titre d'ailleurs fait pendant. Il y a un lien entre les deux. Il n'est pas innocent, mais Marc Crapez n'a pas eu le même écho, certainement dans l'historiographie du fascisme. Il dérange plus, parce que justement, il le met dans... Mais il y a l'ouvrage, je crois que c'est Le Moal, qui est sorti Histoire du fascisme récemment chez Perrin, qui revient justement cette dimension socialiste. Il y a de nouveaux ouvrages de... Frédéric Le Moal, d'ailleurs, que j'encourage nos téléspectateurs à lire ses livres, que nous avons reçus à plusieurs reprises d'ailleurs dans notre émission, parce que je crois qu'il apporte une vision effectivement renouvelée, un peu comme vous le faites vous-même, de l'histoire du fascisme. Absolument, alors, dans le cas italien, mais c'est intéressant aussi de voir, par exemple, il y a un ouvrage récemment qui est sorti sur les idées religieuses de Mussolini socialiste, il y aura un deuxième volume, Mussolini fasciste, mais c'est très intéressant puisqu'on voit toute la dimension athée, paganisante d'ailleurs de Mussolini, avant qu'il soit au pouvoir, évidemment. C'est ça. Et puis ensuite, pour ce qui concerne les relations avec la religion, il est avant tout pragmatique pour signer les accords du Latran, parce qu'en Italie, il vaut mieux avoir une église au minimum neutre, si possible favorable au régime en place. L'objectif du régime fasciste, ça va être d'écarter progressivement l'église de tout, mais c'est un processus extrêmement complexe. De longue durée, dans un pays aussi imprégné, évidemment, de culture catholique. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a un autre auteur qui était, j'en parle pas d'ailleurs beaucoup dans mon livre, mais finalement qui est essentiel quand même pour comprendre ça, c'est Nietzsche. Oui. Parce que Nietzsche était antisocialiste, il a écrit des choses très très dures contre le socialisme, tous les mouvements plébéiens d'ailleurs de manière générale. Il y a un côté aristocratique qui fait que Nietzsche ne se serait certainement pas reconnu dans le fascisme historique, ça il y a peu de doute là-dessus. Mais il apporte, une clé de lecture du monde qui... Il aurait été une composante de la révolution conservatrice allemande. C'est l'anti-Marx, et c'est un contre-Marx plus qu'un anti-Marx, et d'une certaine manière, c'est pas étonnant que les fascistes et les nationaux-socialistes se soient inspirés. Il y a un geste fort entre Hitler et Mussolini d'ailleurs qui est intéressant, parce que Mussolini offre les œuvres, je veux dire une bêtise, j'inverse peut-être les choses, mais je crois qu'il offre les œuvres de Machiavel en allemand, et qu'Hitler lui offre les œuvres de Nietzsche en italien ou quelque chose comme ça. Ils se font un cadeau comme ça. C'est un épisode connu effectivement. Voilà, et c'est pas un hasard. Cet échange. Et d'ailleurs, ça a été
compté comme une charge contre Nietzsche. Vous voyez bien que Nietzsche, c'est en quelque sorte celui qui prépare la voie à Hitler, alors que les choses sont beaucoup plus complexes. Déjà, simplement parce que Nietzsche fustige complètement l'antisémitisme de son époque, oui, tout à fait, y compris chez sa propre sœur et chez Wagner. Donc avec une thèse complexe, puisqu'il y a un de ses amis qui dit que le fondement de l'antichristianisme de Nietzsche est essentiellement antisémite. Je crois que c'est Franz Overbeck qui dit ça. Donc la complexité. En fait, Nietzsche est extrêmement complexe, puisqu'à la fois il est, un peu comme Voltaire d'ailleurs, extrêmement hostile aux Juifs de l'Antiquité. Qu'il va attaquer pour mieux attaquer le christianisme, mais en même temps, il est beaucoup plus favorable aux Juifs de son époque. Et au point de dire qu'il faut fusiller tous les antisémites, mais il disait ça au bord de la folie. Donc. Oui, et puis Nietzsche, évidemment, il faut toujours être prudent quand on interprète ses écrits. Oui, il y a multiples facettes. Il y a des fulgurances tout à fait spectaculaires, et puis en même temps, il y a des choses qui sont plus discutables quand il s'agit de les interpréter correctement. C'est compliqué, effectivement. C'est compliqué. Alors, le fascisme, donc, pour vous, c'est une forme de socialisme national, mais une fois au pouvoir, les fascistes s'en sont pris quand même au socialisme, à la social-démocratie, au communisme dans ses diverses variantes, bien sûr. Oui, alors c'est le paradoxe, mais on peut, entre frères, entre cousins, se déchirer beaucoup plus qu'avec les adversaires identifiés. Personne ne reproche à la social-démocratie d'accepter le patronat et de travailler avec les forces existantes. Donc on ne peut pas reprocher au fascisme ce qu'on ne reproche pas aux social-démocraties. Le social-démocrate, c'est un socialiste qui met de l'eau dans son vin. Donc ce que vont faire les fascistes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire pour arriver au pouvoir, le principe de Machiavel, il n'y a pas de bon chemin, il y a juste un chemin. Et ce chemin, c'est de rassurer la droite. C'est une révolution de gauche qui passe par la droite. C'est un peu compliqué, mais c'est... Oui. Voilà. Il faut se mettre la Confindustria italienne dans la poche. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, les communistes et les fascistes se détestent. Ils se détestent parce qu'ils viennent de la même matrice, mais il y a la dimension nationale. Voilà, il y a la dimension nationale. L'internationalisme bolchevique est insupportable. Voilà, absolument. Pour les il y a cette dimension-là, et donc l'idée, c'est de se dire on va être le rempart stratégique de la droite contre les excès du communisme. C'est une révolution plus complexe, c'est-à-dire au lieu de dire on va faire une révolution en face, on fait une révolution de contournement. Donc ça amène effectivement à s'allier tactiquement avec la droite, mais tout en ayant bien en tête de s'en débarrasser à l'arrivée. Et c'est ce qu'on veut faire quand se constitue, bien tard, la République sociale italienne en 1943. Dégagés de toute contingence historique, ils tentent des nationalisations d'entreprises. Avec la grande surprise, c'est que le patronat et les communistes s'allient pour empêcher la nationalisation des entreprises. C'est assez étrange que les communistes fassent ça. Il y a, je crois, un article de Nobécourt dans Le Monde des années 80 ou 70, je n'ai pas les références précises en tête, de Jacques Nobécourt, où il dit que Mussolini voulait faire hériter le Parti socialiste italien, ce qu'on appelle le Parti socialiste d'unité italienne, des réformes sociales qu'il avait entreprises sous Salo, sous la République de Salo. Donc il y a, je cite aussi que José Antonio Primo de Rivera, à un moment donné, imagine que le socialiste Telesio Interlandi peut représenter le chef fasciste attendu. Donc il va penser que c'est à gauche qu'il faut trouver le... Alors, les choses sont quand même variables d'un pays à l'autre aussi, parce que l'un des traits caractéristiques des fascismes, c'est leur extrême diversité. Quand nous avions ici, il y a quelque temps, Yves Morel pour son Code Réanou, le cas de la Roumanie, là, évidemment, est différent. On est davantage dans un nationalisme mystique, tout à fait traditionnaliste, Il réactionnaire. y a quelques exceptions, effectivement, à ma thèse. C'est Code Réanou, parce qu'il y a un contexte, il y a une mystique religieuse chez Code Réanou qui converge pas du tout avec les autres fascismes, qui ont plutôt une base, on va dire, athée paganisante, avec des nuances. Après, évidemment, il y a aussi De Grelle, tout simplement, qui marque aussi ses côtés très catholiques. Alors oui, là, De Grelle aussi, c'est un peu une inconnue, parce que il n'a pas
formuler un projet idéologique fasciste cohérent, complet. Il est dans l'action politique, il est contre le parlementarisme belge évidemment, contre les communistes, mais on a l'impression qu'on a davantage affaire à un homme d'action porté par une dynamique nationaliste bien sûr, mais sans qu'il y ait derrière une doctrine solidement constituée. Oui, absolument, d'ailleurs je l'évoque assez peu. Henri Demont par exemple, un des chefs socialistes du Parti ouvrier belge de l'époque, et qui va être collaborationniste par la suite, représente plus le fasciste type que De Grelle. De Grelle est un logiciel de départ qui est de droite catholique et conservatrice, mais sa dérive va être très rapide. Et on voit bien à la fin de l'épisode fasciste nazi, on voit bien qu'il est quasiment rallié à l'idéologie nationale-socialiste. Donc, et son catholicisme aurait certainement du mal à y survivre. Oui, alors je crois qu'il y a une fascination pour le personnage de Hitler, il y a une fascination, je dirais, pour le national-socialisme qui est en grande partie, je dirais, esthétique, pratiquement, dans le cas de Grelle. Puis tout ça, dans la dynamique de l'action, de l'épopée du front de l'Est, etc. etc. Après, mais on a du mal à le caser dans le fascisme au sens précis, parce que c'est pas un idéologue, convenu du terme. C'est pas un idéologue déjà. C'est pas un idéologue, tout à fait. Et il est en train de devenir après-guerre, évidemment avec une mythologie, parce qu'il ne parlait pas allemand, Hitler ne parlait qu'allemand, on a l'impression en lisant De Grelle qu'il le voyait tous les jours, alors qu'il l'a vu 3 fois dans sa vie. Donc ça nuance beaucoup l'apport historique du personnage peut nous apporter. Le principe, si j'avais dû avoir un fils, on est dans un projet politique qui est simplement de maintenir une mythologie, une légende après la guerre. Et donc on est très loin, effectivement, du fascisme historique. Du fascisme historique. Alors, ce fascisme historique, une des grandes questions qui est souvent soulevée, c'est sa présence en France. Nous avons parlé du proto-fascisme d'avant 1914, mais durant l'entre-deux-guerres, il y a des fascismes français, ou présentés comme tels. C'était le fameux ouvrage de Plumienne et la Sierra au début des années 60. Y a-t-il, dans ces diverses expériences, parce que là on mélange un peu tout, on y met les croix de feu du colonel de la Roque, on y met Georges Valois, qui est quand même très, très isolé, on y met les néo-socialistes tels que Marcel Déat. Quel est votre sentiment sur l'existence d'un fascisme français durant ces années 30 ? Je pense qu'il y a ce que j'appelle moi le syndrome de Fresnes, du nom de la fameuse prison de Fresnes. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les prisons les collaborateurs réactionnaires et les collaborationnistes révolutionnaires dans les mêmes cellules. Donc il y a une espèce d'association mentale entre deux courants qui sont en réalité tout à fait différents, voire même opposés sur bien des points, mais qui partagent l'hostilité du système en place. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du cas français, il y a eu un moment de mouvement fasciste, un foisonnement, mais sans chef. C'est-à-dire que le problème, c'est que chacun apportait sa petite pierre, mais dans son coin. Donc il est évident que, par exemple, Marcel Bucard... Bucard, c'est celui qui correspond peut-être le plus au prototype du fascisme tel qu'on peut l'imaginer. Là où il fait une synthèse de socialisme et de nationalisme original, c'est qu'il arrive à associer la Commune de Paris avec Jeanne d'Arc. Voilà, c'est le premier à faire cette synthèse-là, et certains historiens pensent que le côté national-socialiste, entre guillemets, français, ça serait ça. Ce serait le mélange de Jeanne d'Arc et des communards. Ce qui est sûr derrière, c'est qu'il n'y a pas que Bucard. Intéressant. Georges Valois, effectivement, est intéressant. Ça durera quelques années seulement, mais le faisceau Et puis c'est un mouvement dominante intellectuelle quand même, qui n'a pas une base sociale forte. Absolument. Après, il y a par exemple quelqu'un qui était très hostile à la guerre, qui était extrêmement hostile à la guerre, et son nom m'échappe subitement, qui notamment est le premier à avoir voulu que Pétain arrive au pouvoir d'ailleurs. C'est un anarchiste anti-guerre à mort et puis qui est devenu fasciste. Son nom m'échappe complètement. Gustave Hervé. Voilà, Gustave Hervé est un beau modèle de fasciste aussi. Qui venait de l'extrême gauche avant 14 et qui s'était rallié à l'été 14 à l'Union sacrée. Mais il y a des choses extraordinaires. Je crois qu'il y a un des socialistes du XIXe siècle qui vit encore un peu au début du XXe siècle, c'est Jean Allemann. Jean Allemann rejoint le Parti socialiste national de Gustave Hervé. Donc on voit des anciens socialistes du XIXe siècle se
rallié à un mouvement explicitement fasciste. Donc ça va dans le sens de ce que je défends. Il faut rappeler aussi que le nombre de socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain oui, alors pour des raisons, en 1940. Alors le paradoxe, c'est que beaucoup auraient voté pour en plus si Laval n'était pas celui qui avait présenté le projet. Voilà, c'est ça. On dit souvent, oui, regardez, les 80 socialistes ont résisté. Oui. Non, certains même étaient plus radicaux en réalité. Ils avaient plus de pouvoir à Pétain que ça. Non, mais par exemple, Marcel Déat, c'est difficile. On peut considérer que il y a un caractère fasciste chez Déat, même dans les années 30, parce que à partir du moment où il met socialisme, nation, c'était le slogan des néo-socialistes. Tout en se revendiquant de Jean Jaurès, on est sur un socialisme national, mais là justement, socialisme national démocrate, qui ne vient devenir totalitaire qu'avec la défaite et l'occupation. Donc là, d'une certaine manière, on voit l'impact aussi de la Seconde Guerre mondiale dans le virage de certains. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être brutalisés, si on peut dire, par la guerre de 14, qui vont devenir fascistes, et il y a ceux qui sont dans la défaite et qui très rapidement se convertissent aussi avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'il y a, il ne faut pas aussi insister sur un point, c'est que la France de l'entre-deux-guerres n'a pas subi les convulsions, les chocs de pays tels que l'Allemagne ou l'Italie. C'est une France qui a été victorieuse, même s'il y a beaucoup à dire sur cette victoire de 1918. Ça ne crée pas tout ça un terrain favorable à l'essor d'une contestation aussi radicale, à caractère révolutionnaire, comme la contestation fasciste. Il n'y a qu'un exemple de fasciste qui pouvait peut-être pas réussir, mais qui a pesé, c'est Doriot. C'est Doriot, oui. Voilà, mais Doriot, très brièvement. Le problème du fascisme français, c'est effectivement d'abord, c'est qu'il n'y a pas d'ambition territoriale de la France républicaine. Elle a son empire colonial pour l'occuper et dépenser des millions d'euros dans le tonneau des Danaïdes. Donc, ce qui empêche d'ailleurs d'avoir un armement militaire qui sera finalement au niveau en 40. Et l'argent perdu, il n'est pas investi là où il faut. Et donc, effectivement, à part Doriot, qui a représenté une forme de fascisme français très dynamique pendant 2 ans, puis ensuite ça s'est effondré avec les prémices de la guerre, il n'y a pas d'autre exemple, effectivement. Merci beaucoup Thomas Ferrier pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Fascisme d'Europe, origine, idéologie, histoire, aux éditions Synthèse Nationale. Merci. Merci.